Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Tidiane Dabo, avocat au barreau de Strasbourg, Francis Mouketo, politologue, et Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing. On parlait donc de la situation alimentaire, de l'insécurité alimentaire au Burundi. Tidiane Dabo. Oui, je voulais juste dire une chose par rapport à cela, c'est-à-dire que vous pouvez être animé de toutes les intentions louables dans ce domaine-là, mais tant que vous ne réglez pas le problème de la paix, parce que je crois que tout doit se passer par là, vous ne pouvez pas y arriver. Et au Burundi, on sait qu'il y a, c'est vrai, il y a un problème d'insécurité alimentaire, dont le soubassement et le problème de l'insécurité, effectivement, tout court, qui prévaut dans ce pays. Il y a des problèmes conjoncturels, mais les problèmes structurels. Conjoncturel, c'est vrai qu'il y a pas mal de déplacements de la population, des territoires où des gens finalement sont concentrés d'une façon assez anarchique, la répartition assez anarchique au niveau du territoire. Cette répartition fait que finalement les terres qui devaient être cultivées sont pratiquement abandonnées. On se concentre sur des terres qui finalement ne sont pas du tout productives. Et donc à partir de ce moment-là, se pose le problème, effectivement, ça renforce le problème de l'insécurité alimentaire. Le problème structurel, c'est quoi? C'est finalement de se retrouver dans une situation où l'État doit mettre tout un mécanisme d'organisation de l'agriculture. Aujourd'hui, on a entendu qu'ils veulent mettre en place un plan, une sorte de plan d'organisation de l'agriculture. Ok, d'accord, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un financement derrière. Et je crois que le principal bailleur du Burundi, qui était l'Union européenne, qui avait retiré les fonds, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit et l'Union européenne pour essayer de relancer effectivement les investissements dans ce pays. D'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une certaine paix sociale dans ce pays. Et je crois qu'il y a une sorte d'épée Damoclès qui pèse sur le Burundi, à savoir, tant qu'il n'y a pas cette paix-là, je crois que les bailleurs ne vont pas effectivement investir massivement dans ce pays. Et donc c'est à eux de régler d'abord ce problème-là avant de passer à autre chose. Alors effectivement, la conjonction de facteurs climatiques, sanitaires ou économiques explique en partie l'insécurité alimentaire prégnante et surtout très durable dans ce pays qu'est le Burundi. Mais quel impact aussi pour ce qui concerne l'instabilité politique dans ce pays en raison du maintien au pouvoir du président Pierre Nkurunziza, du troisième mandat en tout cas? Écoutez, ça crée forcément, ça fait baisser forcément la confiance déjà de certains partenaires internationaux, voire même d'investisseurs, puisque là, ils parlent quand même de moderniser l'agriculture. Parce qu'en fait, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, en plus du facteur sécuritaire, il ne faut pas oublier aussi que l'insécurité alimentaire repose aussi sur le modèle même de l'agriculture burundaise, qui est d'abord, avant tout, basée sur la culture vivrière, ce qui empêche justement d'avoir une agriculture plus ou moins moderne. Mais le facteur politique, qu'on se le dise, a une part prépondérante, car l'appréciation de certains bailleurs, et notamment là on parlait de l'Union européenne qui malheureusement, pour des raisons qu'on connaît, a dû un peu s'écarter, va de pair justement avec le climat social. Donc à mon avis, je pense que les efforts aussi devraient aller crescendo. Parce que malheureusement, on ne peut pas sauter les étapes comme ça et sortir un peu de la logique politique, car on reste aussi sur de la politique, même si là, elle devient plus ou moins internationale. Francis Mouketo. Écoutez, cette histoire-là date depuis 70 ans. On est aujourd'hui au 70e anniversaire de célébration de cette journée contre l'insécurité alimentaire et la faim. Donc je pense que dans un pays où l'insécurité règne, où un maître est au pouvoir, sans financement, je pense que là on vient de vendre encore du vent aux populations. Alors, professionnaliser intensement ce secteur, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des investisseurs en face. Or, aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui est fréquentable, vu les problèmes que ce pays a connus. Donc je pense que
avant de passer à des intentions comme ça, il faut d'abord apaiser le pays, régler les problèmes de cette cohésion nationale, ce problème de considération de l'opposition, ce problème de démocratie aussi, et de ne pas forcément briguer un troisième mandat quand on a fini ses mandatures. S'ériger en petit roi et arriver dans ce type de considération de sa population, c'est dommage. Moi, je pense qu'il faudra effectivement reprendre les choses à zéro, régler les problèmes de façon à lancer des réformes dans ce secteur, à attirer les investisseurs, à créer une certaine unité nationale autour des projets de ce pays pour que ce pays aille de l'avant. Merci beaucoup pour vos explications. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'apprentissage du code informatique. Face à l'enjeu du numérique en termes de développement et de croissance, le continent mise de plus en plus sur le code informatique, mais actuellement, seul 1% des élèves africains sortent de l'école avec des notions à la matière. Pour différents acteurs, il faut absolument inverser la tendance à travers la multiplication des enseignements du codage à l'endroit notamment des plus jeunes. Illustration au Bénin dans ce reportage de Lefty Ounou. À l'instar des pays de l'UEMOA, le Bénin s'est approprié l'enseignement numérique du projet Africa Code Week depuis 2015. Africa Code Week constitue une plateforme qui outille les communautés à répandre l'enseignement numérique en Afrique. Le projet initie les jeunes bénéficiaires à la programmation informatique et leur inculque les compétences pour réussir dans le secteur du numérique. Le projet vise à former un nombre maximum de professeurs et de volontaires qui à leur tour doivent aller former des jeunes dans les collèges ou dans les bases communautaires. Environ 300 jeunes volontaires et plusieurs acteurs du secteur éducatif béninois ont été formés au langage de programmation Scratch au cours de l'édition 2018 d'Africa Code Week. De nombreux jeunes, notamment 3 étudiants, ont saisi cette aubaine afin de concevoir des programmes de jeux éducatifs. D'abord, on a pu créer un jeu QCM, questions-réponses. Après, on a pu créer un jeu de course. Au terme de sa campagne de l'année 2018, Africa Code Week entend initier au programme du numérique près de 600 000 jeunes africains, notamment 20 000 jeunes béninois. Rappelons que de 2015 à 2017, 1,8 million de jeunes ont été initiés à la programmation informatique dans 35 pays africains. Alors, le continent qui compte aujourd'hui 280 millions d'internautes, Willy Elfège, il est primordial d'initier les Africains à cet outil informatique. Absolument. Absolument, parce que je ne vous apprendrai pas que nous sommes au XXIe siècle et d'aucuns disent que c'est le siècle du numérique et sous d'autres cieux on parle déjà d'intelligence artificielle. Donc pour moi cette initiative est tout à fait louable et vient à point nommé car il y a aujourd'hui un certain nombre de prérequis quand on veut s'intégrer dans l'économie moderne et le numérique. La maîtrise justement de ces fondamentaux est pour moi un passage obligé. Donc c'est une initiative que je ne peux qu'encourager, d'autant que d'après ce que l'on voit, c'est une initiative qui commence à porter énormément de fruits. Et on regarde entre 2015 et 2017, on est à 1,8 million de personnes qui ont été formées. Ce sont des chiffres qui sont assez considérables et je dirais même respectable. Donc pour vous, le continent est bien parti dans ce domaine, Francis Mouketo, comme le soutien Willy Elfège? Alors tout à fait, parce que ces projets ont été mis en place en 2015, après bien entendu la France qui a été à l'initiative de ce type de Code Week.
ça vient de Montreuil, donc une banlieue parisienne, où il y a une dominance de la diaspora africaine, notamment malienne. Le but, quand même, c'est d'inviter la famille, d'inviter les jeunes enfants de 6 à 24 ans et puis les adultes pour pouvoir essayer de comprendre le langage informatique, le numérique, se l'approprier et puis dans un deuxième temps, les apprendre à faire des programmations. Alors là se révèlent des vrais talents puisque dans le cas du Bénin, il y a 3 ans, ils ont lancé cette opération et d'ailleurs 1,8 million d'Africains sont impactés dans ce type de projet. Ça, c'est une très bonne chose. Le constat qu'on peut faire négativement, c'est que moins d'1% des enfants africains sortent de l'école sans pourtant avoir des compétences en informatique. Alors qu'en France, vous voyez, j'ai une fille de 2 ans qui arrive à aller sur YouTube, vous voyez, et ils savent toucher déjà les touches dans les téléphones portables, et puis des enfants de 6 ans commencent déjà à aller vers... alors, c'est quelque chose d'important. Alors, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est avec des politiques africaines, certains présidents qui arrivent quand même à mettre des taxes, à mettre une fiscalité lourde, par exemple, sur les importations de portables et du matériel informatique. On devait, au contraire, avoir plus d'outils informatiques, parce que les enjeux de 2050 sont énormes. C'est par le numérique que l'Afrique sortira du néant. Alors, vous parlez justement des enjeux de 2050, donc passer de 1 à 2 milliards d'habitants dans un laps de temps finalement aussi court, cela nécessite forcément la création de modèles de rupture qui peuvent peut-être passer par le numérique, Tidiane Dabo. Oui, d'ailleurs ça nécessite encore une fois de plus beaucoup d'investissement parce que au niveau des États, ce qui doit être fait, je crois que ce volet-là doit occuper une partie importante de leur budget. Parce que le numérique aujourd'hui, d'ici, je veux dire, maintenant on est au XXIe siècle, mais d'ici quand même quelques années, concernant le continent africain, va être l'étendard du développement africain. Et nous voyons comment ça se passe au niveau même des portables. Quand vous regardez comment ça se passe au niveau des portables, déjà c'est un début à quelque chose par rapport au numérique. Donc je pense que, en tout cas moi, ce que j'aurais souhaité, ce que je souhaite et ce que j'ai dit souvent au niveau des États, c'est que ce domaine-là, comme dans les pays occidentaux, ils ont compris parce qu'ils ont investi massivement dans ces domaines. Et en Afrique, c'est un créneau où les États ne doivent pas s'épargner. C'est-à-dire qu'on doit investir massivement dans ce domaine-là pour que, au moins, que chaque écolier puisse au moins avoir sa petite tablette chez lui, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre le codage au niveau de l'école, mais encore faudrait-il quand même avoir la capacité de continuer l'apprentissage à la maison. Et je pense que c'est là où, effectivement, il faut concentrer les efforts en Afrique. Willy Elfedge Miabatoussa, est-ce que finalement les politiques actuelles mettent suffisamment en valeur ce secteur qui pourrait être quand même l'un des piliers des économies africaines? Ça va dépendre du pays, parce qu'il faudrait aussi que nous faisions attention à ne pas amalgamer un peu tout ce que nous disons, parce que quand on parle de politique actuelle, il faut savoir qu'il y a des endroits de l'Afrique où le numérique a quand même pris une avance considérable. Alors beaucoup de disparités, effectivement. Voilà. Vous avez raison de le donc je ne vais pas citer, on prendra l'Afrique de l'Est, une partie de l'Afrique australe. Donc c'est ce que je dirais, c'est que sur les pays où effectivement il y a encore une défaillance à ce niveau, oui, il faille mettre en œuvre un certain nombre de politiques visant à permettre une meilleure accessibilité à l'ensemble des jeunes, notamment dès un âge
assez tôt, à savoir déjà le primaire, puisque le numérique aujourd'hui, c'est d'abord aussi une question de familiarisation et aussi, je dirais, de créer de l'appétence, parce que ce n'est pas parce que le numérique devient aujourd'hui inéluctable au XXIe siècle que ça nécessite forcément l'engouement du plus grand nombre. Mais c'est aussi une manière, à mon sens, de je dirais, cibler un peu le penchant des uns et des autres pour ça. Et le dernier point, et je reviendrai sur la démarche de Africa Code Week, c'est qu'on a une dimension participative qui est quand même à féliciter, puisque le modèle consiste à créer des volontaires qui par la suite vont eux-mêmes former d'autres personnes. Donc il y a un effet de chaîne qui est assez intéressant et cette intelligence collective, à mon avis, doit s'amplifier. Francis Mouketo. C'est un objectif panafricain, puisque ce fut le cas en 2014 ici en France. C'était un objectif européen de pouvoir intéresser massivement des jeunes, des adultes, des enfants aux outils des nouvelles technologies d'information. Aujourd'hui, dans le cas du Bénin, puisque notre propos est focalisé sur le Bénin, l'objectif dans ces 2 semaines-là, depuis le 12 jusqu'à la fin du mois, c'est d'impacter 600 000 personnes. 600 000 personnes, donc c'est énorme. Il est important qu'ils réussissent à conscientiser les gens, à les inviter dans ces ateliers pour pouvoir essayer de participer au codage et à cette programmation. C'est une très très bonne chose. S'ils arrivent avec la session de 2018 à 600 000, l'année prochaine à 600 000, ainsi de suite, et je pense qu'au niveau même panafricain, puisqu'il y a une trentaine de pays, il y a 36 pays qui sont dans la même perspective, ça serait bien. Je pense qu'à l'horizon 2050, si on va à ce rythme-là, on peut effectivement avoir un taux de pénétration, avoir effectivement des bons résultats au niveau numérique. Parce que très souvent, les Africains, malheureusement, quand ils arrivent en Europe, ils ne savent même pas utiliser l'ordinateur. Ça serait vraiment bien. Ça serait bien. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 pour vos explications tout au long de cette émission. Willy Elfej, Miabatoussa, je rappelle que vous êtes consultant en marketing. Francis Mouketo, vous êtes politologue. Tidiane Dabo, un grand merci à vous également. Vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.